nous allons bientôt commencer, parce qu'on a un peu de retard, mais je voudrais quand même remercier l'ensemble des équipes des Rendez-vous de l'Histoire, Jean-Marie Génard pour notre partenariat qui est effectivement annuel et qui est donc là maintenant pluriannuel, puisque nous sommes tous les ans, donc nous vous donnons rendez-vous aussi pour des ciné-conférences, des avant-programmes, mais aussi ce type de propositions que nous n'allons pas ici vous divulgacher, puisque nous avons essayé de faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire pour vous parler de cette thématique des vivants et des morts. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de l'équipe technique, ici même Corentin, mais aussi Clément Ayuso, qui œuvre chaque année pour qu'on puisse justement faire les pas de côté et proposer des choses qui sortent de l'ordinaire. La thématique de cette année, les vivants et les morts, nous a obligés à réfléchir la proposition différemment. Habituellement, pour une thématique du type la mer, le travail ou bien gouverner, nous faisons venir un conférencier, un historien, qui vient vous parler de cette thématique à travers un fonds d'images d'archives qui sont collectées par l'agence Cyclique Centre-Val de Loire. Mais aujourd'hui, on voulait faire ce pas de côté. Donc cette proposition a été montée à la fois par l'agence Cyclique. Jean-Marie Génard en a fait une description. C'est à la fois une agence qui est missionnée par la région et par l'État, et à travers différents dispositifs, aide à la production cinématographique et littéraire, dispositifs d'éducation à l'image hors temps scolaire et temps scolaire, mais aussi la diffusion du cinéma dans les zones les plus rurales, notamment avec les cinémobiles. Et depuis 2006, c'est l'envie de créer une mémoire commune à travers un patrimoine cinématographique, ce qu'on nomme film amateur. Et donc Cyclique s'est doté d'un service patrimoine qui collecte, valorise et diffuse à tout le monde en fait ce patrimoine une fois numérisé. Mais cette année, nous ne sommes pas seuls, puisque nous avons œuvré à la mise en place de cette séance avec une structure qui nous vient du Grand Est, qui est située à Strasbourg, qui se nomme MIRA, et donc qui est une structure homologue à la nôtre, puisqu'elle fait exactement les mêmes missions sur ce territoire Grand Est. Et donc ici, aujourd'hui, vous verrez à la fois des images de la région Centre, mais aussi des images du Grand Est. Je remercie donc les différents participants qui sont sur scène. J'ai parlé de Mira, donc je vais commencer par eux. Vous avez la présence de Laura Casarino, qui est directrice de la structure Mira, et qui est accompagnée par Marion Brun, qui est responsable des collections. Toutes les deux vont nous accompagner lors de cette séance, mais nous ne serons pas seuls, puisque Sébastien Micmacher, qui est acteur et metteur en scène, va pouvoir nous apporter aussi son point de vue de créateur, de citoyen, lors de cette table ronde. Et enfin, nous avons la présence du docteur Hervé Mignot, qui est depuis 30 ans médecin en soins palliatifs dans une unité mobile dans l'Indre et qui accompagne aussi les personnes en fin de vie et les personnes en deuil. Donc c'était très important pour nous de faire cette proposition et de vous proposer quelque chose qui mêle à la fois une réflexion par le jeu, par le côté pédagogique et par la discussion. Donc cette séance vous sera proposée en 2 temps, que je ne vais pas vous spoiler ici. Et ces 2 temps, lors du second temps, nous vous demanderons de participer si vous le souhaitez. Vous pourrez interagir avec nous sur différentes thématiques que nous allons vous proposer. J'en finis là, je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très belle séance. Juste avant de commencer, peut-être un verre d'eau ? Ça dépend si c'est de l'eau de source, s'il vous plaît. Je suis sens. désolé de vous embêter avec ça, mais avec tous les polluants, les pesticides, les perturbateurs endocriniens et tout, si on peut éviter. Vous avez... et pas d'eau minérale non plus, s'il vous plaît. Allons pour l'eau de source. Ah super, parce que l'eau minérale, elle est trop minérale, et du coup ça fait des calculs rénaux, quoi. Vous savez pas ce que c'est les calculs rénaux ? Si, toi tu sais pas. Hein. Eh ben disons, si t'aimes pas le calcul mental, le calcul rénal, c'est 1000 fois plus douloureux. Alors que l'eau de source, attends, je prends juste 2 minutes. On n'est pas là pour parler de ça, mais ça me semble important. Enfin, remarquez, je dis qu'on n'est pas là pour parler de ça. Nous sommes là pour parler des vivants et des morts. Et l'eau, c'est la vie, après tout. Et l'eau de source, c'est la plus vivante de toutes les eaux. C'est l'eau la plus pure, c'est l'eau originelle, quoi. C'est celle qui jaillit tout droit de la source. Enfin voilà, c'était pour vous dire ça, que rien ne vaut l'eau de source, que je me suis permis de... Excusez-moi. Alors,
En même temps, l'autre source, elle vient d'où? La véritable origine de l'eau, en fait, c'est pas la source. La véritable origine de l'eau se trouve dans les sous-sols, dans les zones les plus obscures, dans les méandres mystérieux des entrailles de notre planète. Ça veut dire que la pureté la plus limpide provient des régions les plus sombres et les moins accessibles. C'est classe quand même, vous ne trouvez pas? Ok. Bah pardon, je vous laisse tranquille, je divague. En même temps, ça m'embête de vous laisser là-dessus. Parce que je viens de vous dire une ânerie. La véritable origine de l'eau, en fait, est-ce que ce ne serait pas le ciel? Depuis la nuit des temps, il est probable que l'humain scrute le ciel à la recherche de réponses. Et c'est marrant d'ailleurs cette expression de nuit des temps. Ça voudrait dire qu'avant cette nuit, il y a eu un jour des temps et avant ce jour. Pour le temps comme pour l'eau, il me semble très difficile de définir une origine précise. Enfin bref, je disais, on sent bien confusément que les cieux recèlent d'infinis trésors et probablement de nombreuses réponses. Au point qu'encore aujourd'hui, nous dépensons des milliards pour essayer d'y trouver la vie, ou ses origines. Et ça, c'est intéressant, parce que les scientifiques se sont posé la question, si nous rencontrons la vie ailleurs que chez nous, très bien, mais saura-t-on seulement la reconnaître? Et donc, ils ont cherché à définir la vie. Et comme nous sommes là pour parler des vivants et des morts, vous, je ne sais pas, mais moi, j'aimerais bien, avant d'aller plus loin, définir ce que sont la vie et la mort. Qui est vivant et qui est mort? Alors, je vous fais ça vite fait. Déjà, on ne va pas se cacher qu'XL, les scientifiques, sont quand même un peu gonflés d'utiliser des subventions qui viennent de nos impôts, je dis ça comme ça, pour une mission aussi triviale que définir la vie. Je veux dire, ça coule de source. On voit bien la différence entre une plante et un caillou. Voilà, c'est pas compliqué. Donnez-moi vos budgets de recherche, on gagnera du temps. D'autant plus que de nos jours, il suffit de sortir son téléphone portable pour avoir accès à toutes les connaissances de l'humanité. Alors voilà, critères de définition du vivant, site de la tronche en biais, très bien. Premier critère de définition du vivant, la composition chimique. Voilà, pour qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait présence de carbone et de liquide. Ah pardon, ça précise qu'on trouve du carbone et de liquide aussi bien dans la matière inerte que dans Elon Musk, par exemple. Bon. Alors, deuxième critère, le métabolisme, c'est-à-dire un ensemble de réactions qui impliquent un changement d'état et un échange d'énergie avec son environnement. Ah ouais, mais non, non, parce que le feu n'est qu'un pur métabolisme, tandis que les virus, qui pourtant contiennent de l'ADN, n'ont pas de métabolisme. Et donc ça placerait le feu parmi les êtres vivants. Et il va nous falloir une base un peu plus robuste. En 3, nous avons le mouvement, qui d'ailleurs servait à définir le vivant pendant toute l'Antiquité et le Moyen-Âge. Ah ouais, mais non, non. Non, c'est mort. Enfin, pardon. Quand je dis c'est mort, je veux dire ça ne tient pas, je me comprends. Ça ne tient pas parce que la plupart des plantes ne se déplacent pas. Mais les planètes parcourent des distances phénoménales. Et d'ailleurs, les planètes étaient considérées comme vivantes pendant des siècles. Bon, pas si simple, hein? Pas si simple en fait. Alors en 4, nous avons la croissance. Bon. Non, 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 non. Non, parce que certains cristaux de quartz grandissent tout au long de leur vie. D'ailleurs, là c'est marrant, ils disent vie en parlant de cristaux. Et finissent par atteindre plusieurs mètres de long. Bon, donc ça ne marche pas non plus. Alors en 5, nous avons la reproduction. C'est malin ça, la reproduction. On n'a jamais vu des cristaux. Eh ouais, mais non, là non plus, ça ne marche pas. Hein. Parce que une fourmi ouvrière, par exemple, ne se reproduira jamais. Mais les étoiles ont un cycle de reproduction. Quand elles explosent, cela crée un nuage de poussière qui donnera naissance à d'autres étoiles. On n'est pas sorti d'affaire. Ah, en 6, ça devrait aller. En 6, c'est bon parce que là, on a de la sérieuse référence. Monsieur Schrödinger entre dans le game. Vous voyez qui c'est, Schrödinger? Monsieur de la physique quantique, là. C'est lui qui a fait l'expérience de pensée du chat dans la boîte. Le chat qui serait... c'est marrant d'ailleurs par rapport à ce qui nous réunit ce soir. Le chat qui serait à la fois vivant et mort. Bref, au cours de réflexion, rien à voir avec son chat, hein,
au cours de réflexion, il a proposé comme spécificité du vivant, je cite, « la réduction locale de l'entropie, ce qui va à l'encontre de la deuxième loi de la thermodynamique, qui dit que dans un système isolé, l'entropie ne peut que croître. » Ne vous inquiétez pas, c'est le dernier point scientifique. Mais en gros, ça veut dire que l'être vivant serait celui dans lequel l'entropie est localement réduite et qui peut se maintenir beaucoup plus organisé que son environnement. Et donc, l'auto-organisation d'une entité permet de la classer de manière définitive. Mais ouais, mais non, il y a 1000 contre-exemples. Auto-organisation. Alors, genre, les vagues, les tornades, et les cristaux encore, qui sont de sérieux concurrents, dites-moi, hein, les cristaux. Bon, conclusion, si on rencontre la vie ailleurs que chez nous, on n'est pas du tout sûr de la reconnaître. Et moi, j'en viens à me demander, si on la rencontre chez nous, est-ce qu'on la reconnaît forcément? Alors ok, j'ai été présomptueux et je présente mes excuses au corps des chercheurs et chercheuses. Vous, je ne sais pas, mais moi, ça me met un coup en fait. Je suis en thérapie depuis 1000 ans pour trouver un sens à la vie, et je me rends compte qu'on ne peut même pas la définir. Alors en trouver le sens. Tiens, au passage, je tiens à rendre un hommage. Je suis très impressionné par les gens qui savent ce que nous sommes censés faire dans l'existence, alors que moi, la plupart du temps, je ne sais pas ce que je fais dans la pièce. Ça vous le fait à vous ou pas? En ce qui me concerne, c'est indécent le nombre de fois où je n'ai aucune idée de ce que je fais là. L'exemple le plus récent qui me vient là, c'est cette énorme fête, je ne sais pas si c'était vraiment une fête, à laquelle j'ai été invité pour une raison qui m'échappe. L'endroit était incroyable, c'était un genre de squat, un atelier d'artistes, un ancien entrepôt, un hangar à avions. Enfin, tu sentais qu'il s'y était passé vraiment beaucoup de trucs avant qu'on vienne y vivre quelque chose à notre tour. Il y avait énormément d'invités, et bien sûr, moi, en arrivant, je connaissais personne. Enfin, si, il y avait ce couple, des connaissances de connaissances, apparemment, et ce sont eux qui avaient décidé de manière aussi arbitraire qu'unilatérale que ma présence était indispensable. Ils se sont dit, vraiment, il y a cet événement massif avec immensément de monde, dans un lieu gigantesque, et ça n'aurait pas de sens que Sébastien, qu'on ne connaît pas, avec lequel nous n'avons jamais eu la moindre interaction, ça n'aurait pas de sens qu'il n'en soit pas. Voilà, vraiment, ce serait gâché. Ils se sont dit ça. Voilà. Bon, je m'arrête parce que je pense que c'est grillé que je suis en train de construire une métaphore. Vous m'avez vu arriver ou pas? N'empêche, est-ce que ce n'est pas une métaphore correcte de ce qu'est la vie, cette fête? Invité, pour des raisons que l'on ignore, par des personnes que l'on ne connaît pas et qui ne nous connaissent pas non plus, dans un endroit démesuré, pour y expérimenter, on ne sait pas quoi. C'est peut-être ça le sens de la vie que je cherche depuis 1000 ans, en fait. Accepter de ne pas savoir ce qu'on fait là, ni pourquoi on a été invité. Ou alors, ne pas savoir pourquoi on a été invité, mais bon, maintenant qu'on est là, décider de comment on participe à la fête. En tout cas, je trouve que c'est vraiment des dynamiques très proches. Être invité à une fête et être vivant. Et attention, quand je dis ça, j'ai bien conscience qu'il y a des fêtes infiniment plus pourries que d'autres, en termes de contexte, d'ambiance et de convives. Mais quoi qu'il en soit, il y a un avant, un pendant et un après la fête, comme il y a un avant la vie, pendant la vie et après la vie. Et c'est peut-être une analogie fonctionnelle. Avant la vie, avant la fête, la mort, après la fête. Et ça soulève pas mal de questions. Parce qu'en discutant avec le docteur Mignot, ici présent, pour préparer notre rencontre de ce soir, il m'a fait prendre conscience que le contraire de la vie, c'est pas la mort. Le contraire de la fête, c'est pas après la fête. Le contraire d'après la fête, en l'occurrence, ce serait avant la fête. Mais oui, le contraire de la sortie, c'est l'entrée, c'est pas le dedans. Donc la mort, c'est le contraire de la vie, de la naissance, pardon. La mort, c'est le contraire de la naissance, pas le contraire de la vie. Et pour en revenir à ce qui nous réunit ce soir, notre petite fête à nous, en somme, où commence et quand se termine précisément la fête, ou la vie donc, et comment délimiter le pendant? Parce que c'est quoi précisément le vrai début d'une fête? Est-ce que c'est la naissance de l'idée chez les organisateurs?
Est-ce que c'est la conception, l'organisation logistique? Est-ce que c'est l'envoi des invitations? Parce que si tu enlèves une de ces étapes, il n'y a pas de fête. Et même pour l'invité, c'est quand exactement le début de la fête? Lorsqu'on se décide à y aller? À l'instant où surgit l'envie d'en être mêlée à l'appréhension de l'inconnu? Aux réflexions sur comment on s'habille ou sur ce qu'on apporte pour honorer l'événement puis y contribuer au mieux? Aux réflexions entêtantes quant à cette personne qui y sera forcément et que l'on est d'avance à la fois ému et terrifié de retrouver ou de rencontrer? Est-ce que c'est lorsqu'on sonne à la porte, à l'ouverture de la porte, au passage du seuil? Mais alors c'est quoi? C'est le passage de l'orteil, du nez? Est-ce que c'est lorsque les autres convives valident votre présence en vous saluant, en vous nommant et en interagissant avec vous? C'est peut-être ça être vivant, être vu, interagir avec son environnement, avoir un impact sur son monde. Et si c'est ça, clairement, dans une fête, il y a des personnes qui ont une influence forte avant même d'être présentes. Elles sont attendues, anticipées, sollicitées dans les échanges et dans les pensées. Et si on parle d'interaction, il existe des œuvres d'art qui vont impacter une vie plus fortement que 1000 rencontres. Et ça voudrait dire qu'il existe des objets plus vivants que certains humains. Ça n'engage que moi. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas prétendu qu'en cas d'incendie, je laisserais brûler telle ou telle personnalité du monde économique ou politique pour aller sauver certains dessins d'enfants. Ne me le faites pas dire. Je ne l'ai même pas pensé avant que vous le pensiez. Même si certaines de ces personnalités ont pu décider d'envoyer vers une mort quasi certaine ou de condamner à des conditions de vie absolument innommables d'autres êtres humains au nom de valeurs ou de concepts souvent dénués de la moindre étincelle de vie. Ouais, ça m'avance pas beaucoup tout ça. Tiens, puisqu'on parle de la mort, pareil. C'est quand exactement la fin de la fête? Quand l'un ou l'une des invités a dû partir plus tôt que les autres, ils et elles parfois sont encore pleinement au cœur des festivités. Je m'explique. Le docteur Marshall Rosenberg propose comme définition de la vie « rire de tous ses rires et pleurer de tous ses pleurs ». Et dans une fête comme dans la vie, une fois les premiers partis, et d'ailleurs non, ce n'est pas forcément les meilleurs, j'ai plein d'exemples, ne continuons-nous pas à rire de tous leurs rires et pleurer de tous leurs pleurs? Mais alors à travers nous, ils se vivent encore pleinement, ces disparus. Leur fête n'est pas finie. Donc, si je résume, il me semble impossible de poser de manière claire et définitive le début et la fin de la fête, ou de la vie donc. Alors, il ne me reste plus qu'à essayer de saisir ce qui se passe pendant la fête. Eh bien, pendant la fête, je vois des vivants danser sur de la musique jouée et chantée par des morts terriblement présents. Et je vois des vivants célébrer, rire et pleurer en évoquant des humains dont le certificat de décès a déjà été établi ou dont l'acte de naissance n'a pas encore été rempli. Je vois des vivants s'engager sur les traces d'humains du passé dont l'influence dépasse de beaucoup celle de tous les influenceurs actuellement en activité. Et j'en vois même qui s'engagent au nom de celles et de ceux qui n'ont pas encore foulé notre terre ni inhalé notre atmosphère. Je vois des autels érigés et des débats enflammés rendre hommage à des personnages imaginaires et à des univers de fiction dont les lois transgressent pourtant les principes de notre physique et de notre biologie. Et je vois d'autres personnages de fiction, créés par des humains depuis longtemps disparus, présider à la destinée de civilisations entières pendant des siècles. Alors qui, des vivants ou des autres, des mi-vents ou des vors, des cieux ou des yeux, des films ou des spectateurs? Qui regarde qui?
Et qui prend soin de qui? Alors non, vraiment, le contraire de vivre, c'est pas mourir. Le contraire de la fête, c'est pas quitter la fête. Le contraire de la fête, à la limite, c'est refuser de la vivre. Ou peut-être, comme moi en ce moment d'ailleurs, passer son temps à chercher à la définir au lieu d'y participer. Et encore, je ne crois même pas à ce que je suis en train de dire. Parce que même celui ou celle qui, terrifié, se replie entre le buffet et la plante verte pour observer la fête de loin, sans oser s'y mêler, sans oser s'adresser à quiconque. Même celui ou celle qui se cantonne à un rôle d'analyste distant, au lieu d'être partie prenante de la vie qui se joue sous ses yeux. Même la plus phobique, le plus cynique, la plus détachée d'entre nous, fait intégralement et radicalement partie de la fête et ne saurait faire en sorte qu'il en soit autrement. C'est comme ça, quand tu es invité à la fête, tu en fais partie et tu y participes, quoi que tu fasses. Et sans toi, la vie n'aurait ni le même goût, ni le même sens. Alors non, j'arrive pas à voir clairement la différence entre la vie, la mort, les morts, les vivants. J'arrive pas à trouver cette séparation nette. Et pourtant, je pourrais y croire à cette séparation. Après tout, j'ai ressenti un tel effondrement à la mort de proches, une distance entre nous qui me paraissait éternellement infranchissable. Je pourrais y croire à cette séparation si j'arrivais à trouver une seule chose dans l'univers qui me semble davantage au service de la vie que la mort. La mort est la trouvaille géniale qui a permis l'émergence de la vie. Je crois que la vie est la fille de la mort et que la mort aime la vie comme on aime ses enfants. Parce que si vous n'avez pas la mort des étoiles, l'explosion des étoiles, vous n'avez pas les atomes de matière qui permettent notre existence. Alors vive la mort des étoiles et merci à elle. Et si la feuille ne se décompose pas au contact du sol, vous n'avez pas dans ce sol les nutriments nécessaires à la naissance et à la croissance des prochains végétaux. Et si vous n'avez pas ces végétaux, vous ne pouvez pas transformer l'énergie du soleil et l'énergie de la terre en aliments assimilables par les formes de vie animales, qu'elles soient humaines ou non humaines. Alors vive la mort des végétaux et merci à eux. Les transhumanistes veulent vaincre la mort. Mais je nous trouve tellement arrogants, les vivants, par rapport aux morts, déjà en termes de nombre. Nous, on se la raconte parce qu'on est quelque chose comme 8, peut-être bientôt 10 milliards. Nous oublions que la tribu des morts, elle est estimée en centaines de milliards. Et encore, je me limite à Homo sapiens sapiens. Et sans elle, et sans eux, et sans leur mort, nous n'aurions pas pu arriver jusqu'ici, recevoir l'invitation à notre fête. Alors vive la mort des Homo sapiens sapiens, et merci à elles et à eux. Même en tant qu'individu, c'est pas si clair. En tant qu'individu, on peut quand même convenir qu'une partie au moins des prémices de mon existence se déroule in utero. Eh bien, in utero, il se passe une quantité de phénomènes incroyables. Par exemple, à un moment, écoutez, vous avez déjà fait des petits biscuits en forme d'étoiles, de croissants de lune ou de petits humanoïdes, là? Eh bien, à un moment de mon développement in utero, c'est exactement ce qui se passe. C'est comme si la vie créait la pâte. Ah, vous voyez la main, là? À un moment de mon développement in utero, cette main, ce n'est pas une main, c'est un disque. Et ce sont les cellules situées dans l'espace entre les doigts qui, en mourant spontanément, dessinent la main. C'est comme si la vie créait la matière première et la mort, comme un emporte-pièce pour les biscuits, en dessine les contours. Ça veut dire que si la naissance et la mort jalonnent à elles deux les limites temporelles de mon existence, c'est encore la naissance et la mort qui s'unissent pour délimiter les contours de ma forme. C'est comme pour un pochoir. Pour qu'il y ait un dessin, il faut qu'il y ait du plein et il faut qu'il y ait du vide. Sinon, il n'y a juste rien. Alors vive la mort des cellules et merci à elles. L'autre truc qui délimite les contours de notre fête, c'est tous les morts qui nous précèdent et tous les humains non encore advenus qui vont suivre. Ils et elles sont implicitement entrelacés à notre propre existence, encore ou déjà tout aussi vivants que nous en somme, simplement d'une autre manière. Et c'est pour ça qu'on les appelle les outre-vifs. Eh bien, là encore, je nous trouve tellement égoïstes, les vivants, par rapport aux non encore nés.
Nous qui estimons la vie tellement précieuse que nous aspirons à la rendre éternelle, mais nous en priverions ainsi les milliards d'individus non encore advenus. Alors, vive notre mort à tous, et merci à nous. Bref, la mort n'est définitivement pas le contraire de la vie. Et j'en viens à rêver l'hypothèse qu'il n'y a peut-être pas de contraire à la vie, et que c'est peut-être ça la vie, une chose qu'on ne peut pas définir, qui n'a pas de contraire, et que l'on ne peut appréhender que par l'expérience directe que l'on en fait, peut-être. Ça me rappelle un proverbe zen. Il existe un proverbe zen qui dit, en substance, « Avant notre naissance, nous sommes comme cette rivière que tu vois là-haut. Puis, dans cette chute que tu vois tomber, nous sommes séparés de cette unicité en gouttes d'eau. » C'est ce que nous appelons la vie. Nous oublions que nous avons fait partie de la rivière et nous ressentons de la peur. Un jour, cependant, nous retournons à la rivière. Qu'elle soit séparée en gouttes ou réunie dans la rivière, l'eau reste de l'eau, notre vie et notre mort sont une seule et même chose. Ah bah c'est un proverbe zen. En tout cas, d'après moi, ce proverbe zen ne fait surtout pas de nous des quantités négligeables. Il n'enlève absolument rien à la valeur inestimable de chaque existence. Pendant que je suis une goutte, je ne sais pas ce que je serais prêt à faire pour préserver ma vie de goutte, ou la vie des autres gouttes d'ailleurs. À un moment, cependant, je retournerai à la rivière. Peut-être que la vie ne peut tout simplement pas disparaître, même si elle reste invisible pendant des infinis d'espace et des infinis de temps.
Alors, oui, Rémi, je prendrai bien un verre d'eau, s'il vous plaît. Et n'importe quelle eau, ce sera parfait. Merci pour votre écoute. Merci Sébastien. Merci. Pendant que nos deux autres convives montent sur scène, merci pour cette grande et longue définition et avant-propos à notre seconde partie qui sera sous forme de table ronde, avec ici mes deux autres invités. Nous allons pouvoir quitter la projection. Un petit temps technique. Voilà. Donc, lors de cette seconde partie, nous vous proposons de focaliser votre attention sur 3 thématiques que l'on va aborder à travers, encore une fois, des images d'archives de films amateurs. Et ce sera pour vous aussi l'occasion d'interagir avec nous, puisque ces 3 thématiques ont pour vocation d'aller plus dans la finesse. On va dire, on ne va pas apporter des points théoriques, mais on va vous apporter des réflexions qu'on a eues lors de nos différentes discussions. Et justement, l'idée étant d'aller au-delà de ce que Sébastien a pu dire et de l'évoquer à travers nos différentes professions, à la fois la direction d'un établissement de conservation et à la fois à ma gauche, donc, avec le docteur Mignot, sur l'accompagnement des personnes en fin de vie ou des personnes en deuil. Les 3 thématiques que nous allons aborder sont les suivantes. La première, c'est « Il n'y a pas qu'une seule mort dans la vie ». La seconde, « On ne peut pas vivre en faisant abstraction de la mort ». Et la troisième, le lien entre les vivants et les morts, et plus précisément la question de l'héritage. Ces images que vous allez voir sont pour la plupart des films muets, donc ils vont être commentés en direct et contextualisés pour qu'on vous apporte des notions importantes sur qui a filmé, quand et pourquoi. Puis ensuite, nous projetterons 2 films à chaque fois par thématique, puis ensuite nous reviendrons par une série de questions-réponses et aussi vos interrogations sur des parties qui dureront environ 20 minutes. Je vous propose tout de suite de commencer avec la première partie, donc qui est la suivante. Il n'y a pas qu'une seule mort dans la vie. Et je vous propose de vous projeter les 2 films et de faire aussi le lien, vous l'avez vu avec le texte de Sébastien Micmacher, le contraire de la vie, ce n'est pas la mort c'est le contraire de la naissance, mais pas le contraire de la vie. Et je vais vous commenter ce premier film. Donc ce premier film a pour titre « Naissance de la petite sœur » et il est réalisé par Bernard Renault. Il date de 1959 et il a été tourné en 16 mm. C'est intéressant de noter que le père de Bernard Renault, c'est Louis Renault, qui était aveugle de guerre, autrement dit une gueule cassée. Il sera secrétaire général de l'association OUI, Valentin OUI, de 1933 à 1964, qui a pour vocation justement d'aider les aveugles et les malvoyants. De son côté, donc, son fils, Bernard Renault, qui filme actuellement, sera président du comité de l'Indre de l'association Valentin OUI. Vous l'aurez compris, donc, Bernard Renault consacre sa vie à la médecine et il fait ses études aux hôpitaux de Paris durant la Seconde Guerre mondiale. Il sera ensuite médecin à Châteauroux durant toute sa carrière et il se spécialisera plutôt du côté des enfants. Il épouse Marie-Claude Robin, que vous avez vu à l'écran, et ils ont 4 enfants, nés successivement en 1950, 52, 55 et 59, naissances que nous voyons sous les yeux. Il a filmé majoritairement en 16 mm à partir de 1953. Il filme des scènes de famille, nous allons revenir sur ce propos des scènes de famille, mais aussi il filme ce que l'on pourrait appeler des films de voyage, en Égypte, en Grèce ou bien en Sicile. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est qu'il est complètement autodidacte à la manipulation de la caméra. Il ne montre que très rarement ses films, donc c'est assez rare de pouvoir voir ses productions, et c'est aussi l'intérêt de nos structures aujourd'hui de pouvoir vous les projeter. En plus du cinéma, il va se passionner pour la photographie. Je voudrais vous faire juste un petit point sur le 16 mm. C'est un format assez particulier, puisque c'est un format qui a été créé par Kodak en 1923, et il est reconnaissable à sa double perforation. Donc là, vous ne voyez pas les perforations,
puisque la numérisation a été focalisée sur l'image et non sur la matière pellicule. Et c'est un format assez, on va dire, entre guillemets, prestigieux, qui est assez coûteux. Là, on sait que c'est un médecin qui a filmé, donc il y a sans doute à l'époque les moyens aussi de s'acheter le matériel pour filmer et la pellicule. Je vous laisse voir à l'image quand même de ces belles images et de ce beau noir et blanc, plusieurs générations. Nous allons y revenir, c'est un point important. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il filme les gestes médicaux. Là, c'est sans doute une aide-soignante ou une personne qui, directement après la naissance de l'enfant, lui prodigue les premiers soins, ou en tout cas montre aux parents comment changer par exemple le linge. Vous l'aurez compris, rien qu'avec ce film, on peut définir différents types de films de famille. Et nous y reviendrons dans une autre partie avec la définition même du film amateur. Voilà pour le premier film. Nous allons passer au second film et je vais laisser Laura Casarino nous en dire quelques mots. Oui, alors peut-être un petit mélange entre la biographie de l'auteur, du cinéaste, et puis ce que cette séquence, ce petit montage de séquence d'ailleurs, raconte du film amateur. Vous êtes là un petit peu dans une séquence représentative de ce qu'est le film amateur, parce que Jean-Georges Kugler est un cinéaste, on va dire, amateur, mais éclairé. Il aime la photographie et il filme en marge de son activité de commerçant d'appareils photo à Ribeauvillé, qui est une petite bourgade alsacienne. On voit donc que ce n'est pas ce qui différencie le film amateur du cinéma d'ailleurs en général, ça n'est pas ni la qualité du cadrage, ni le jeu des protagonistes à l'image, ni ce rapport à la mise en scène. C'est vraiment cette intention de filmer pour soi, d'inscrire en fait sur la pellicule un souvenir, la plupart du temps heureux. Donc on parlera aussi d'un certain rapport au bonheur. Et Jean-Georges Kugler donc se filme là avec sa compagne, sa femme Monique, qu'il épouse dans les années 50 et qui va énormément filmer. Donc le film amateur, c'est le geste, c'est filmer pour se souvenir, c'est le motif, souvent la tendresse, un rapport au bonheur, se souvenir de moments heureux. On a du mal à sortir la caméra quand le moment est plus compliqué. C'est aussi un format, Rémi a parlé du format 16 mm, le format, j'ai envie de dire, du cinéma amateur par excellence, c'est le 8 mm, c'est ce format qui va apparaître après la guerre, après la Seconde Guerre mondiale, et qui va massifier et populariser la pratique du cinéma chez soi, en famille. Donc on est sur du 8 mm noir et blanc, qui est un peu le format voilà, par excellence. Hein. Et ensuite, le rapport au lieu de cette séquence. On est dans le quotidien de ce couple qui fait une balade dans les Vosges un week-end. Donc voilà, on sort la caméra dans le quotidien. Je m'arrête. Oui, on va pouvoir commencer la phase de questions que je vais vous poser, Laura Casarino et Dr Mignot, parce qu'on manque de temps. Je suis désolé, mais mais on profite en même temps des très belles images que nous avons sous les yeux. Donc dans son texte, Sébastien Micmacher indique que le contraire de la vie, ce n'est pas la mort. D'ailleurs, tu l'as rappelé, c'était pendant nos échanges qu'on avait fait remonter cette indication. Je rappelle que le docteur Mignot, à ma gauche, donc, est médecin et qu'il s'est tourné il y a plus de 30 ans vers l'accompagnement des personnes en fin de vie et des personnes en deuil. Je me permets donc de lui poser cette question. Pouvons-nous définir très précisément ce que sont la vie et la mort? Et si nous ne pouvons pas le faire, pouvons-nous déjà apporter des éléments pour nous éclairer et pour s'approprier ces deux éléments-là?
Est-ce que vous avez des termes que vous pouvez nous apporter? Alors moi, je trouve que ce pendant entre la vie, entre la naissance et la mort est très important. Il tient simplement du fait que j'ai commencé mes études de médecine par la gynéco-obstétrique et que j'ai mis des enfants au monde avant d'accompagner des gens en fin de vie. Donc ces deux moments extrêmes de la vie, je les ai côtoyés et ils se renvoient pour moi, et les problématiques qui se jouent à ces moments-là sont miroirs. Sébastien a quasiment tout dit. Alors, en réalité, vous savez bien que la naissance commence avant même qu'elle ait lieu, hein, puisque, en fait, il faut que l'enfant ait atteint une certaine taille, qu'il ait une certaine position, que l'utérus soit suffisamment mature, que des processus chimiques se déroulent pour que, finalement, le travail de contraction commence et que, finalement, la naissance puisse démarrer. Mais, en fait, on n'a pas de notion de l'instant présent. Quand commence la vie ? Quand commence la naissance? Alors, certains ont dit que c'était avant la naissance. Aujourd'hui, légalement, c'est vivant. On est vivant quand on a respiré, au moins. Mais en fait, quand est-ce que démarre la vie? Est-ce que c'est quand la première mèche apparaît? Vous l'avez très bien dit. Est-ce que c'est quand c'est le cou, les épaules, le corps entier qui sort? La science, aujourd'hui, sait beaucoup de choses de façon très précise. Elle ne sait pas définir le moment exact du début de la vie. Et puis, quand les enfants naissent et ne respirent pas, ils sont pourtant là et on est capable de les faire respirer. Donc, quand est-ce que commence vraiment la vie? Et la mort, c'est tout pareil. À quel instant la vie nous quitte? Est-ce que c'est au dernier soupir? Est-ce que c'est avant? Est-ce que c'est après? La preuve en est, c'est qu'on peut rattraper la vie après que le dernier soupir ait eu lieu. Donc, ces notions-là sont très floues et on préfère parler du naître et du mourir, qui sont en fait des processus qui prennent leur origine bien en amont et peut-être se termine bien au-delà. Peut-être qu'on n'est pas encore complètement mort quand on est mort. Et il y avait une réflexion aussi qu'on s'était faite lors de la préparation, c'était de se dire, à l'image du premier film que nous venons de voir et les différentes générations, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule mort dans la vie. Alors, si on essaye de superposer le mot de mort au mot de perte, puisqu'en fin de compte, la mort, c'est quoi? C'est la perte ultime, c'est la perte de sa vie, avec plein de guillemets. Maintenant, je n'ose plus parler, Sébastien nous a mis en relief toutes ces notions. En réalité, les pertes, elles ont commencé très tôt. Nos cellules nerveuses, par exemple, elles commencent déjà à involuer dans notre cerveau avant même la naissance. Donc, nous n'avons pas attendu de naître pour commencer à mourir, que des éléments en nous ne meurent. Vous l'avez aussi très bien dit pour la formation des mains. Voilà. Donc le temps de la perte, les pertes se succèdent bien en amont de la naissance et tout au long de la vie, nous perdons, nous perdons l'enfance, nous perdons l'innocence, nous perdons des proches, nous perdons un job, nous pouvons perdre une partie de nous-mêmes, une amputation, un membre. Des pans de nous sont retirés à toutes les étapes de la vie en réalité. Il y a des morts, notre vie est jalonnée de morts. Du début et même avant le début, jusqu'à la fin. Et donc, effectivement, il n'y a pas qu'une seule mort dans la vie, il y a plein de morts. Et de la façon dont nous accueillons et vivons ces morts va beaucoup dépendre de la façon dont nous allons mourir. Mourir, ça s'apprend très tôt, dès le début de la vie. Merci, Dr Mignot. Pour en revenir au film, à sa matérialité et puis à son contexte, vous avez vu deux films qu'on vient de vous projeter. Le professeur émérite en sciences humaines, en sciences de la communication, Roger Audin, donc célèbre théologien en fait, du film amateur, définissait deux catégories. Pour lui, il y avait à la fois le film de famille, comme prolongement des rapports familiaux et des outils de remémoration, et il y avait le film documentaire, filmé avec une intention de porter un témoignage. Donc, Laura Casarino, tout à l'heure, a défini en quelques lignes ce que nous pouvons dire sur le film amateur, mais j'aimerais qu'on revienne quand même sur cette définition. Et vous, en tant que directrice d'une structure qui collecte et conserve, que pouvez-vous nous dire de plus sur ce rapport et sur ce film amateur ? Oui, le film amateur est un matériau très particulier parce que on s'y intéresse depuis finalement peu de temps, parce qu'il était plutôt relégué au grenier, aux caves et à l'histoire personnelle. Et on s'est rendu compte quand même, notamment dans les années 80, 90, que ces films pouvaient raconter l'universel.
Et les cinémathèques se sont constituées en France avec cette logique un peu régionale aussi, de constituer des collections de films qui pouvaient raconter, dans une forme d'accumulation aussi de mémoire personnelle, une histoire collective, raconter une mémoire collective par l'image. Et notre rôle à nous, Cinémathèque, aujourd'hui, c'est de collecter donc tous les films qui ont été tournés simplement hors des circuits commerciaux, donc qui n'étaient dans leur logique de production à la base pas dédiés, pas conçus pour être vus dans une salle de cinéma par un public extérieur à la famille. Et donc ça donne ces films que vous avez vus, qui sont majoritairement des films de famille, mais qui peuvent être aussi des films d'entreprise, de petites collectivités, des films de clubs, d'associations, des films parfois un peu, alors on appelle ça du voyage, mais voilà, du film un peu de reportage personnel à l'étranger. Et ça constitue comme ça des collections très très intéressantes pour raconter finalement ce qui nous rassemble et ce qui se joue dans les interstices. Parce que finalement, le rapport à l'archive, c'est une idée de constituer un matériau pour parler de l'histoire, pour faire l'histoire. Et avec le film amateur, on s'intéresse aux interstices. Et c'est ce qui est intéressant. Oui. Et est-ce qu'on peut dire que le film amateur, justement, navigue entre la vie et la mort ? Oui, c'est ce qu'il y a de terriblement rassurant ou de terriblement angoissant en fonction de comment on est, nous, quand on travaille sur l'archive. C'est que le paradoxe du film amateur, vous l'avez vu dans la séquence du jeune couple, c'est qu'il est, au moment où il est produit, dans un rapport de pulsion de vie. Ce sont parce que cet homme et cette femme s'aiment qu'ils ont envie de se filmer. Ils ont envie d'inscrire ce moment heureux de leur couple sur pellicule pour se souvenir. Et en même temps, au moment même où on voit ces images, ce couple est mort. Enfin, ils n'existent plus, ils ne sont plus là. Et c'est ce que Roland Barthes, dans La Chambre claire, appelle le futur antérieur. Et ça l'angoisse terriblement. Il dit, je vois à l'image de la vie qui n'est déjà plus. Donc finalement, je me confronte à la mort avec le film. Et c'est vrai que quand on traite de l'archive, soit on voit le pendant de la vie, et moi, c'est un peu ce que je vois quand je travaille sur les archives. Je ne vois pratiquement que la vie. Soit on voit en fait déjà ce qui n'est plus et on travaille finalement dans le passé. Donc c'est le paradoxe du film et de l'image animée amateur. D'accord, merci. Je crois que la transition est toute trouvée. On vient de parler du cinéma amateur. On a parlé de la définition. On a un peu défini ce que pour nous pourrions dire du vivant, de la naissance, du naître et du mourir. Nous allons passer à la deuxième thématique, intitulé « On ne peut pas vivre en faisant abstraction de la mort ». Je fais la technique et en même temps je fais la modération. Donc là, pareil que pour la première partie, je vous propose de projeter 2 films et de revenir après sur cette thématique, à la fois du côté, on va dire, archive et du côté du rapport à la médecine. Je ne vous ai pas posé la question, mais est-ce que vous-même, vous avez des questions concernant la première partie, peut-être ? Bon, on gagnera du temps, hein, si vous n'avez pas de questions. On peut continuer. Donc. Oui, allez-y. Comment peut-on bénéficier de ce superbe texte en introduction ? Comment peut-on je dis bien, bénéficier ? Je vous l'enverrai avec joie. Merci beaucoup de cet intérêt, madame. Ça me touche. Donc, si vous voulez, on s'échange nos 06. Oui, merci. Merci beaucoup. Et puis, avec joie. Merci. Merci. Je projette le film suivant. Alors là, nous allons partir en voyage. C'est un film réalisé par Roger Guillaume en 1970 sur la cérémonie du retournement des morts à Tananarive. Toujours tourné en 16 mm, comme le premier film de l'agence cyclique que je vous ai présenté tout à l'heure. Roger Guillaume, alors cadre au PTT, il sera nommé directeur des postes à Madagascar de 1950 à 1968. Il va réaliser des films uniquement en 16 mm avec une caméra que l'on nomme Pathé Webo, sur à la fois les rites et les folklores en fait, qui sont situés sur l'île, mais aussi lors d'autres voyages.
Comme vous le savez sûrement, Tananarive est le nom francisé jusqu'en 1976 d'Antananarivo, de capitale donc de Madagascar, qui est située dans les hautes terres centrales de l'île. La Famadiana, désolé pour ma prononciation, mais que l'on peut aussi nommer retournement des morts, donc, que vous voyez à l'image, est une coutume funéraire apparue assez tardivement à Madagascar, aux alentours du XVIIe siècle. Selon les Malgaches, les esprits des défunts en fait, ne rejoignent le monde des ancêtres qu'après la corruption complète des corps, qui se compte pour eux en années, et après plusieurs rites de passage, notamment grâce à ces différentes cérémonies. Le rituel consiste à déterrer les ossements, à les envelopper dans du tissu frais et à les promener, comme on peut le voir à l'image, en dansant autour de la tombe avant de les enterrer à nouveau. La cérémonie est dite périodique puisqu'elle se fait environ tous les 7 ans. Tout à l'heure, nous avons dit qu'il y avait à la fois des films de famille et des films dits de reportage. Là, nous sommes dans cette deuxième catégorie. Le cinéaste a choisi de filmer cette cérémonie. Je pense que le cinéaste, d'ailleurs, a utilisé différentes techniques, à la fois de la caméra au point, mais aussi avec un trépied. On voit que les plans sont très propres et très fixes, et qu'il a mûrement réfléchi, en fait, sur le principe de son film et de son reportage. Il filme à la fois les gens qui dansent, il filme les gestes, et il nous offre ici un documentaire assez fascinant. Je vous propose de passer au second film. Alors on a choisi de monter quelques séquences d'un fond extrêmement important en Alsace parce qu'il a été tourné par Paul Muller et il couvre un peu tout le XXe siècle finalement. Et surtout, il traite d'un sujet propre à notre territoire, qui est le sujet de l'incorporation de force des Alsaciens et des Mosellans dans l'armée allemande. Alors, on a choisi de montrer cette première image d'André Muller, enfant. André Muller est donc l'un des fils de Paul Muller. Il naît, le petit montage va de 1925, ce sont ses premières images, jusqu'en 1944, la dernière image d'André Muller avant qu'il ne disparaisse sur le front Est, le front russe, pendant la Seconde Guerre mondiale. On parlait un petit peu on ne peut pas vivre en faisant, enfin le titre de cette deuxième partie, on ne peut pas vivre en faisant abstraction de la mort, et on ne peut pas vivre en faisant abstraction de la mort, encore moins quand il y a des images pour se rappeler, et ces images qui viennent un petit peu hanter finalement les familles. La famille Muller va revoir ces extraits, ces séquences très courtes de leurs proches André Muller disparu. Ce qui est très beau dans cette collection de films, c'est que André Muller va disparaître à l'image comme il disparaît dans la vie. Et l'image vient ici, si vous voulez, attester de son existence, mais aussi attester de sa disparition. C'est pour ça qu'on a monté différentes séquences tournées par son père. Paul Muller va filmer toute sa famille. Ce qui est bien, c'est que son fils André, né en 1922, donc quasiment à la naissance du cinéma amateur. Vous le voyez là, enfant, dans la maison familiale. Et peut-être un mot sur voilà, vous le voyez adolescent. Un mot sur l'incorporation de force, quand même, pour ceux qui peut-être sont moins sensibilisés à cette question. Ce sont donc à peu près 130 000 Alsaciens et Mosellans qui ont été incorporés de force dans l'armée allemande en 1941, et près de 40 000 ne vont jamais revenir. Donc, soit ont été tués, évidemment, soit internés dans des camps de travail forcés, soit vont périr après dans des hôpitaux militaires et ne vont jamais revenir. Et certains vont revenir. Et l'image ici nous permet, si vous voulez, de mettre en lumière cette question. Par une histoire familiale très personnelle, on se rend compte qu'on peut traiter d'un sujet
terriblement collectif et que l'image vient là comme rempart à nos pertes de mémoire collective. Hein, l'image vient dire, oui, il y avait bien des gens, des hommes, dans des familles en Alsace qui, cette année-là, ont disparu. Où sont-ils ? Comment peut-on les nommer ? Et ils se sont eux-mêmes d'ailleurs nommés les malgré nous. Vous avez André Muller ici, qui porte l'uniforme allemand, et on voit bien la polysémie de l'image. Si je vous montre cette image dans un certain contexte, vous me dites, mais il est très très content d'aller faire la guerre du côté allemand. Mais on voit aussi du coup que par le truchement de la caméra, on est dans un rapport au bonheur. Il faut marquer le côté heureux de cette histoire. Parce qu'il y a la caméra, il faut qu'on se souvienne des moments heureux. Et justement, les cinémathèques et centres d'archives, donc ces structures sont-ils des remparts à l'oubli pour à la fois ne pas oublier et ne pas s'oublier ? C'est intéressant ce que vous venez de dire sur le rapport à l'oubli. Oui, à la fois, je vous le disais, la famille n'a pas pu oublier parce qu'il y avait ces images. Donc ce sont des supports mémoriels extrêmement forts parce que vous le voyez, en plus il est beau comme un dieu, il disparaît, il a 22 ans. Non mais je crois que ça joue beaucoup, c'est-à-dire que cette image va hanter la famille qui n'aura pas de nouvelles jusque dans les années 2000. Donc vous voyez, c'est plusieurs générations comme ça qui sont marquées par cette disparition. Et la mère d'André Muller allait tous les jours, puis tous les 2 jours, puis peut-être une fois par semaine à la gare de Molsheim pour voir si un train n'arrivait pas avec son fils à l'intérieur, parce qu'il y a eu des Alsaciens qui sont rentrés jusque dans les années 50 en Alsace, hein, qui ont mis énormément d'années, et c'est ce rapport à la honte. Donc ça, c'est pour, on va dire, la mémoire familiale, et pour notre mémoire à nous collective, les malgré nous ont été, comme dans beaucoup de cas, comme l'Algérie, on en parlera après, ont été comme ça couverts d'une chape de honte, d'avoir évidemment combattu aux côtés de l'ennemi suprême qui étaient les Allemands en 1945. Et quand ils sont revenus, peut-être que vous avez entendu aussi le procès d'Oradour-sur-Glane, enfin l'opprobre dont a été, enfin les Alsaciens ont été vraiment détachés du territoire national dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, aussi pour leur participation et leur enrôlement dans l'armée allemande. Donc, nous, en tant que cinémathèque, on est aussi là pour, pas rétablir, mais réhabiliter aussi certaines histoires et peut-être sortir des grands chiffres, des grandes dates, sortir des grandes victoires et s'intéresser aussi à des histoires plus individuelles. Mais finalement, vous voyez, 130 000 personnes, est-ce qu'on parle vraiment d'histoires individuelles ? Je crois qu'on commence déjà à être dans du collectif. Et les images des cinémathèques viennent aussi mettre en lumière ce rapport universel parfois aux tragédies, quoi. Voilà. Donc les cinémathèques et centres d'archives remparts à l'oubli, ça je pense que je prends. C'est très intéressant et ça justifie aussi notre présence sur le territoire et les missions que l'on peut mener. Docteur Mignot, on a vu dans le premier film qu'on vient de diffuser à Madagascar qu'il y avait cette cérémonie du retournement des morts où il prenait à bras-le-corps justement cette question de la mort. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, dans nos civilisations d'aujourd'hui ou sociétés très contemporaines, on oublie justement nos morts et on en fait un peu abstraction, pardon. Quel est votre sentiment par rapport à ça ? Il y aurait beaucoup de choses à dire, il nous faudrait beaucoup de temps. L'être contemporain se vit comme immortel. Il a développé une telle capacité, une telle puissance qu'il fait comme si la mort n'existait pas. Acheter, par exemple, c'est conjurer la mort, c'est se sentir puissant. Et une fois qu'on a fait l'acte d'achat, il faut encore réacheter derrière pour maintenir en permanence ce sentiment de puissance. Et donc, nous essayons de gommer le plus possible la mort et nous l'édulcorons. D'ailleurs, nous ne disons pas il est mort, on dit il est parti, il a disparu. En l'occurrence, il avait disparu là. Mais à la radio, vous entendez dire que quelqu'un a disparu. Quand un enfant entend qu'il a disparu, c'est qu'il s'est évaporé. Mais un être qui meurt ne s'évapore pas, il est juste mort. On dit il nous a quittés. Voilà, il s'en est allé, mais pas où, mais où. En fait, on passe son temps à paraphraser la mort. Et puis alors, non seulement on fait ça, mais en plus, du coup, on écarte la mort. Auparavant, je vous rappelle, les cimetières étaient au centre du village, au cœur, autour de l'église.
puis quand, avec les lois hygiénistes, on s'est rendu compte que ça polluait les puits, on les a écartés, on les a mis à distance. Et on a mis à distance la maladie, la mort, le handicap aussi d'ailleurs. Hein. Les services pour handicapés, on les mettait à distance des villes dans des instituts spécialisés. Il y en a beaucoup dans l'Indre, parce qu'on était loin de Paris. Et en réalité, on a écarté de nous toutes ces images qui pouvaient nous rappeler la mort. Et en même temps, toute la pompe funèbre qui venait signifier, je vous rappelle qu'auparavant, on faisait procession dans les rues, on s'arrêtait, quand on avait un couvre-chef, on se découvrait, on se signait. Maintenant, les fourgons, on n'a plus le droit de faire procession, sauf autorisation spécifique. Les fourgons sont plus noirs, ils sont gris, bordeaux, bleus. Les enveloppes ne sont plus cernées de noir lorsqu'on envoyait les faire-part. Aujourd'hui, tout se passe sur Facebook ou par des SMS. Voilà, la mort a été très édulcorée et à la fois, elle nous hante en permanence. Le genre préféré des contemporains, c'est les films de catastrophe et les polars, où ça canarde à tout bout de champ. Et aussi, nous sommes capables, pour la majorité de nos contemporains, de déjeuner ou de dîner avec la télévision allumée qui nous balance en permanence des images de mort et de catastrophes venant d'autres continents, mais c'est les autres, c'est pas nous, c'est derrière l'écran. C'est une conjuration. Et donc nous vivons éternellement comme si la mort n'existait pas. Et nous essayons de développer des stratégies pour la fuir. Et pourtant, elle est là à tout bout de champ, puisque vous et moi savons bien, nous le savons intellectuellement, mais nous l'intégrons difficilement, on va dire impossiblement, intérieurement, le fait qu'à tout moment, pour chacun d'entre nous ou nos proches, tout peut s'arrêter à n'importe quelle seconde. Merci. Et donc, pour en revenir aux propos, pour vous, est-ce qu'on y gagnerait justement à donner plus de place à la mort ? Alors, j'aurais envie de dire que, au départ, quand j'ai commencé ce métier, je me souviens encore des réflexions de ma mère me disant « Mais c'est terrible de s'occuper des gens en fin de vie, tu vas devenir triste, tu vas ramener ça à la maison, ta femme et tes enfants seront tristes, c'est affreux, c'est macabre. » Et en fait, l'expérience que je peux rapporter, c'est que je n'ai jamais été aussi vivant que depuis que je m'occupe des mourants. Parce que simplement, la mort n'est rien, la mort ne nous est pas accessible. La seule chose qui existe, c'est la vie. Kubler-Ross, dont j'ai été l'élève aux États-Unis, disait « c'est pas mourir qui est difficile, c'est vivre ». La mort renvoie toujours à la vie. Et quand on s'occupe de la fin de la vie, on mesure la préciosité de la vie. Et donc on vit plus intensément, plus... Alors, vous savez, ça vient bien dire ce que vivent nos contemporains. Aujourd'hui, on dit toujours profiter de la vie. Mais la vie n'est pas du profit. C'est pas un gain qu'on peut emmagasiner, qu'on peut accumuler. C'est susurrer la vie, la goûter profondément, la percevoir dans toute sa richesse et sa profondeur. Et s'occuper des gens en fin de vie permet de faire ça, ne serait-ce que par le recueil de leurs témoignages. Avant de passer à la troisième thématique, je pense qu'on peut filer un peu la métaphore par rapport aux structures et aux centres d'archives. Je prends au vol Laura, dans le sens où la plupart des gens qui viennent dans nos structures, elles ont peur de nous donner ces films-là parce qu'elles ont un rapport très proche, très fusionnel à ces films, comme si on allait voler l'âme des personnes qui sont sur l'image et comme si on allait voler leurs souvenirs. Est-ce qu'il y a peut-être des petites choses à dire, justement, des anecdotes à apporter sur ce lien justement entre... parce que nous, en fait, on navigue, comme on l'a dit, entre la vie et un peu la mort, et donc il y a ce rapport très fort au support aussi. Oui, et peut-être un parallèle avec la période plus contemporaine où le support disparaît. Parce qu'aujourd'hui, avec le numérique, bon, ça fait déjà 20 ans qu'on navigue dans le numérique, mais avec le numérique, le rapport à la matérialité de sa mémoire, de son héritage, on en parlera après, est beaucoup plus flou. Et je pense que quand on voit ce qu'est une bobine, alors vous l'avez peut-être pas vu, mais le poids, les marques du temps, cette boîte en inox, souvent un peu martelée par les coups qu'elle a pris dans les greniers, les caves, au moment des déménagements. En fait, ce sont des marques du temps. Et il y a un rapport précieux à cet objet comme à la mémoire qu'elle contient, enfin que la bobine contient. Et je pense que le numérique
scène magnifique qu'elle vient partager beaucoup plus facilement les mémoires. On en a parlé avec certaines images qui nous permettent de travailler collectivement sur des pertes de mémoire, mais en même temps, elle vient désacraliser nos mémoires personnelles, nos mémoires familiales. Et c'est vrai que les gens, les déposants qu'on accueille au quotidien viennent aussi se délester en confiant leurs films, viennent se délester de cette gestion mémorielle de leur famille. Et on pourra en parler juste après sur l'héritage. Donc passons à la troisième thématique. Oui, il y a peut-être, je suis désolé, je ne regarde pas la salle. Question, réaction. Question, réaction, oui. Est-ce que ça vous parle, ces thématiques? Est-ce que vous avez des choses à nous faire remonter? Après, et on a toujours le temps. Donc dernière thématique, le lien entre les vivants et les morts, et donc cette question de l'héritage. Et juste par rapport au texte de Sébastien Micmacher, c'est intéressant ce qu'il a inscrit dans son texte. Il nous dit que certains morts exercent une influence infiniment plus grande que tous les influenceurs vivants. Et ça, je trouve ça à la fois très profond, on vient de le dire, magnifique texte, mais aussi c'est une vérité qu'on ne connaît pas forcément. Et il faut effectivement y réfléchir pour pouvoir se dire que, ah oui, il y a cette question de l'héritage, et là on va en parler avec 2 films, le premier étant sur mai 68. Donc nous sommes effectivement en 68, et bien en mai, et vous êtes localisé à Tours. C'est Jean Burman qui a réalisé ce film en 8 mm. Laura Casarino nous a parlé du format tout à l'heure. Effectivement, c'est l'un des formats les plus connus dans le cinéma amateur. Monsieur Burman est réalisateur de films amateurs, donc, et il est né en 1932. Il commence à tourner des films en 8 mm dans les années 60. Et au moment de mai 68, il est alors électricien et membre du Parti communiste. Donc, on en revient tout à l'heure à l'utilité des films amateurs. Il se positionne en tant que membre d'un parti. C'est intéressant, il va utiliser la caméra là pour témoigner. Et sans doute, on ne le sait pas parce qu'on ne l'a pas interrogé sur cette question, mais monter son film d'une certaine manière aussi, politiquement, on va dire, puisqu'il est encarté. Vous pouvez voir ici différentes entreprises qui sont totalement en grève et totalement fermées. Et aux grèves donc, vont se rajouter les difficultés d'approvisionnement, etc., comme on ne refait pas l'histoire, mais vous le savez déjà. Ici, c'est le rassemblement organisé à l'initiative de l'Union départementale de la CGT. C'est à la place de la gare, on a vu tout à l'heure la gare en arrière-plan, et c'était à 16h. Parmi le cortège, venant grossir les rangs de ces manifestations, on y voit différents syndicats, la CGT Bâtiment, le personnel d'infirmiers du centre hospitalier, le syndicat CGT de la métallurgie, des étudiants de la fac de Tours aussi, le Parti communiste, la Fédération de la gauche démocrate et socialiste, et tout un tas d'organisations qui vont se fédérer pour grossir les rangs. À la tête de ce défilé, on peut citer des responsables CGT, dont Jacques Chauveau, Jean Gardère, Bernard Séché, Louis Bléré, Paulette Lagrange, Monsieur Longuet qui était alors conseiller général et Monsieur Bonin qui était alors maire de Saint-Pierre-des-Corps. On est encore dans cette autre catégorie du film dit de reportage, mais lui, il est tout le temps à la caméra au point, on voit très bien que les plans tremblent un petit peu, il suit le cortège, donc il est vraiment comme un journaliste reporter d'images d'aujourd'hui, il va à la rencontre de l'événement et il n'a pas donc directement pensé ses plans et ses cadres. Bien sûr. Juste parce que moi, le mai 68, ça me touche beaucoup parce qu'on avait fait en Alsace un appel à films en 2018 en disant mais que faisiez-vous en 68? Ramenez-nous vos films. Et puis on s'était rendu compte que tout le monde était en train de faire des pique-niques dans les Vosges, en fait, qu'il n'y avait absolument aucune image de manifestation. Donc on était terriblement déçus. On se disait 68 n'a pas eu lieu en Alsace, c'est pas grave. Enfin, voilà. Et il y a 2 ans, on a collecté un film. Et c'est 68 en Alsace avec le palais universitaire complètement saccagé, les étudiants et tout. Et je dis, voilà, maintenant je peux vous croire, il y a eu mai 68 en Alsace. Mais avant, j'y croyais pas.
Donc on voit, hein, malgré la taille de la ville de Tours, il y a quand même du monde dans les rues, il y a une volonté de montrer, voilà, physiquement montrer son mécontentement. Là, c'est marrant, le cinéaste nous crée un plan de cinéma où il reste au milieu de la foule, comme si il y avait des figurants et que c'était déjà programmé. C'est intéressant. On va peut-être progressivement passer au second film, puisqu'il nous reste très peu de temps. Donc là, nous venons parler de montrer un film sur mai 68, et nous voulions aussi évoquer l'Algérie. Et Laura, je vais te laisser la parole sur le second film. C'est un sujet qui me tient à cœur. On montre, pareil, un petit montage de séquence tourné par Jean Albert. Jean Albert est pas alsacien, en fait. Il naît à Caen en 1935. Et donc, il a exactement l'âge de mon grand-père, à moi. Il est passionné d'images, de cinéma et de cyclisme. Et il est envoyé en Algérie, comme beaucoup d'hommes de son âge, pour faire son service militaire. On a donc un Jean Albert qui part avec sa caméra faire son service militaire, et on a la chance qu'il se soit installé ensuite à Strasbourg pour donc avoir collecté ses films. Donc il va filmer évidemment des opérations militaires, enfin son voyage, ses partenaires, j'allais dire ses frères d'armes. J'aimerais juste, parce que le montage est un petit peu long, mais bon, c'est pas grave, hein, vous allez retrouver le fil de ma pensée. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Jean Albert, après son service militaire et après la guerre d'Algérie, va s'installer en Algérie, enfin pendant en fait, va s'installer en Algérie avec sa femme, parce que c'est un pays qu'il a appris à aimer, qu'il a découvert, et en fait, il a eu envie de s'y installer, et va naître, enfin son premier fils va naître à Alger. Et donc il est venu, si vous voulez, éclairer un petit peu différemment le rapport qu'on avait peut-être à la guerre d'Algérie, nous en Alsace, parce que on avait très peu d'images, on avait très peu de témoignages, et lui, il est venu éclairer un petit peu différemment cette histoire. Donc il faisait partie, vous voyez, des parachutistes. Donc, on a de très très belles images de lui en parachute. Et pourquoi on voulait parler de l'Algérie avec Jean Albert, c'est pour parler aussi de cette importance, enfin de l'héritage, de quand on n'a pas d'image, ou au contraire quand on en a, ce que ça change dans notre regard à l'histoire et nos traumas, je pense, en fait. Moi, en tout cas, à titre personnel, découvrir un fond comme celui de Jean Albert m'a permis de comprendre de manière sensible, par l'expérience de cet homme, ce qu'avait pu vivre mon grand-père pendant son service militaire. Alors qu'on voit le général de Gaulle à Constantine, qui a compris. On voit les marchés. Il est, vous voyez, à hauteur d'homme, ce qui vient un petit peu trancher aussi certaines images tournées à cette époque-là par d'autres cinéastes. Il est inscrit dans la vie locale, Jean Albert, en tant que cinéaste, mais aussi en tant que citoyen. Il vit là, et vous voyez donc son fils qui naît à Alger. Oui, vas-y. On prend la suite ? Oui, vas-y. Oui, on laisse les images avancer aussi, on en reviendra si besoin. Docteur Mignot, on revient au texte de Sébastien qui nous disait donc que certains morts exercent une influence infiniment plus grande que tous les influenceurs vivants. Je pense que tu fais référence avec les réseaux sociaux, etc., les influenceurs existants, voilà, bref, un joli clin d'œil. J'en retiens donc moi une notion assez forte, celle du patrimoine, des traces de nos ancêtres. Et nous ne sommes donc pas uniquement des enfants de notre temps, mais bien le résultat d'un maillage complexe entre passé et présent. Ici, donc, les archives filmiques que nous venons de vous diffuser en sont la preuve, en fait, puisqu'on filme certaines parties de notre histoire, et donc ça nous touche directement. Est-ce qu'on peut en dire plus sur cet héritage indirect des morts, ces morts qui exercent une influence sur notre vie ?
Mais alors, plusieurs choses. D'abord, il y a l'héritage biologique, hein, nos gènes qui parlent en nous et nous portons les gènes de nos parents et recueillons de ce fait-là une typologie, une caractéristique physique, des maladies, des fragilités qui sont héritées de génération en génération. Ensuite, même sur le plan psychologique, je ne sais pas si vous avez déjà fait attention, mais moi je l'ai vécu personnellement, quand on perd ses parents, on s'aperçoit que finalement, on se met à adopter des tics de langage ou d'attitudes qui viennent d'eux et on se met à leur ressembler. Moi je dis à mes frères, par exemple, ah ben là tu parles comme maman, alors que c'était moins flagrant avant. Et donc on est habité de nos parents et des générations avant nous. Et d'ailleurs, la mort ne sépare pas les gens qui s'aiment. Elle modifie la relation simplement, mais elle n'est pas un arrêt, bien évidemment. Donc nous sommes habités de nos morts. Le propre du deuil, par exemple, le travail de deuil, il se clôt lorsque une présence extérieure, enfin une absence extérieure, pardonnez-moi, c'est ça la mort, une absence extérieure vécue comme douloureuse se transforme en une présence intérieure chaleureuse. Ça veut dire que c'est à ce moment-là, mes morts sont au fond de moi, dans un lieu paisible, où je peux vivre avec eux, leur parler en permanence. Et donc, nous sommes en réalité habités de tous nos morts. En plus, le transgénérationnel a montré combien tous ces morts avant nous peuvent avoir des influences. On sait ce que, par exemple, les synchronicités ou les répétitions. Les familles où il y a toujours l'aîné qui meurt, par exemple, parce qu'il y a eu une fois un aîné qui est mort et on ne l'a pas su. Par exemple, les secrets de famille qui aussi véhiculent des réalités au fond de nous. Donc, en réalité, nous sommes nous-mêmes constitués de beaucoup de choses avant nous. J'avais demandé est-ce qu'on puisse mettre en avant mai 68 parce que, en fait, lorsque les jeunes veulent vivre différemment de leurs parents, il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui choisissent la rupture et de faire l'opposé. Mais l'opposé est la même chose, c'est les deux faces de la même pièce. Et c'est la répétition. Et mai 68, ça a été beaucoup ça. Ça a permis de changer les choses, mais il y a des choses qui n'ont pas changé en mai 68. Le Covid aussi nous avait laissé entendre qu'on allait tout changer. Assez peu de choses ont changé, en fait. Nous avons assez peu la capacité de nous décaler de nos schémas parentaux, des générations antérieures. Nous le faisons qu'à la marge. Nous croyons, parce que nous sommes des individus et que nous sommes dans une civilisation d'individus, que nous avons des capacités de pouvoir nous assumer par nous-mêmes. En réalité, nous sommes remplis de tellement de choses au fond de nous qui parlent parfois à notre insu, que nous pouvons dire que l'héritage que nous avons, ce n'est pas que l'héritage monétaire, c'est un héritage global et nous sommes à la fois le fruit de l'héritage et nous donnerons aussi ce que nous avons reçu et ce que nous avons peut-être un peu transformé. Pour faire le lien un peu avec les films que nous recevons, effectivement, parfois il y a des véritables sagas de famille où une personne, en général un père de famille, a filmé ses enfants, puis ses petits-enfants, a passé la caméra à son fils. Et là, on voit effectivement les traces, l'imprégnation et l'intégration des morts dans les vivants, puisque les gens se ressemblent, ont les mêmes gestes, vont aux mêmes endroits pendant les vacances, etc. etc. C'est toute une sorte de cérémonie qui se redit. Les photos de famille, les portraits de famille dans les maisons. Nous sommes en permanence entourés de nos morts. Nous avons même besoin de ça. Et même, pour revenir à la question du retournement des morts, pour que les vivants soient bien dans la vie, il faut être certain que les morts sont bien dans la mort. Nous avons besoin que nos morts soient bien honorés pour pouvoir vivre nous-mêmes dignement une vie mentalement paisible. Et tout ce qui est atteinte à la mémoire des morts génère de la pathologie mentale chez les vivants. Pour faire une petite comparaison avec Karl Marx, il nous disait que la tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants, pour parler notamment de Bonaparte, la période de Bonaparte. Les images donc peuvent être salvatrices dans certaines situations, mais parfois il y a ce que l'on nomme donc le poids des images. Et c'est un terme que vous avez utilisé, Laura, lors de la préparation de cette séance. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, notamment à travers vos fonds que vous possédez ? Oui, on est un peu parti d'un constat, enfin je suis partie d'un constat qui est qu'il y a des familles où l'image est omniprésente, où on a une photo de ses parents, de ses grands-parents, où il y a cet héritage visuel en fait, de ce à quoi on ressemble et tous ceux et celles qui nous ont précédés en fait.
Et il y a cette forme un petit peu de rassurance, de savoir du coup ce vers quoi nous allons, parce que les générations qui nous précèdent existent bel et bien dans la matérialité de l'image. Et puis il y a des familles où il n'y a aucune image. Il y a des familles où, soit parce que culturellement on ne prend pas d'image, ou parce qu'il n'y a pas les moyens d'avoir des outils de production pour faire de l'image. Et quand il n'y a pas d'image, comment on se représente? Comment on s'inscrit en fait dans le monde? Et du coup, comment on pense notre propre mort sans savoir ce qu'on va laisser derrière soi? Et je me suis rendu compte que ça racontait beaucoup dans le rapport à la légitimité, dans le quotidien, dans le rapport au pouvoir, dans le rapport au récit de soi, en fait. Et c'est vrai que il faut parler de ce biais des collections aujourd'hui, où il y a des collections de films qui viennent plutôt raconter des mémoires familiales où les familles sont plutôt bien dotées, où ce sont plutôt les hommes qui prennent les caméras, donc qui vont en plus raconter une autre histoire de leur famille. Et puis où certains segments de la population, plutôt les enfants d'ouvriers ou les enfants issus de l'immigration, vont avoir moins de possibilités et de ressorts pour se raconter. Donc au niveau d'une cinémathèque, je pense que le rôle social d'une cinémathèque, c'est aussi d'aller chercher ces images manquantes. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'intéresse. C'est de mettre 2 fois plus de ressources là où il y a 2 fois moins d'images, et peut-être de permettre à certains enfants aujourd'hui de mieux se représenter leur passé pour mieux vivre leur présent. Parce qu'en effet, ne pas voir, c'est quand même ne pas savoir d'une certaine façon aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous vivons. Et ne pas savoir, c'est terriblement angoissant, surtout quand il s'agit de se projeter dans l'après. Je crois que nous allons pouvoir conclure sur ces belles paroles. Juste pour effectivement vous rappeler que les structures telles que Mira ou l'agence cyclique, il y en a plusieurs sur le territoire, en région mais aussi à l'échelle nationale. Donc si vous avez des fonds, n'hésitez pas à regarder dans votre cave ou dans votre grenier, auprès de différentes personnes de votre entourage aussi. En faire la promotion si ce que vous avez vu aujourd'hui vous a aussi intéressé, puisque l'idée c'est que ces structures tissent véritablement un lien, donnent à voir l'héritage de nos ancêtres, et ce lien-là avec les générations actuelles, mais aussi avec les prochaines générations. La question effectivement de la pellicule est une question que l'on traite aujourd'hui. Bientôt il y aura la question du numérique. Tout ça pour vous dire que ces séances-là, elles peuvent être présentes uniquement grâce aux déposants, que nous remercions aussi aujourd'hui. Tous ces films que vous venez de voir à la fois dans le spectacle, mais aussi sur la table ronde, vous pouvez les retrouver sur les 2 sites là, qui sont nommés, donc à la fois le site mémoire.cyclique.fr et le site miraalsace.eu. J'en finirai par remercier mes convives ici présents, avec qui j'ai pris beaucoup de plaisir à m'interroger sur cette question, à triturer nos collections. Ce n'était pas simple de construire cette séance, puisque ce n'est pas une thématique directe, on pourrait le dire comme ça. On n'a pas parlé de l'océan ou du travail, mais bien évidemment d'une question un peu plus métaphorique et philosophique. Je vous avoue qu'on s'est un peu tiré les cheveux, enfin je me suis un peu tiré les cheveux, mais j'espère que vous avez apprécié la séance. Cette séance a été captée, donc elle sera retransmise par la suite. Je pense qu'on va pouvoir aussi la rejouer. Je vous invite d'ores et déjà à venir à Châteauroux lors du festival Retour vers le futur, et je verrai si tout le monde est présent. Mais je pense que c'est une carte à jouer, puisque c'est un scoop pour nous. Cette conférence me paraît bien évidemment très intéressante, et je suis persuadé du concept. Rémi, excuse-moi, j'ai pas eu l'occasion de remercier Marion de Mira et Jean-Benoît de Cyclique. C'est avec eux qu'on a travaillé pour construire l'introduction, donc c'est eux qui ont trouvé les images et tout, et c'était génial de bosser ensemble, donc un grand merci. Avant qu'on se laisse, peut-être que vous avez un mot sur la séance, sur ce concept, voilà, en espérant que vous avez apprécié. Madame apparemment a apprécié le texte, et j'en suis ravi. Donc merci à vous, bonne continuation au rendez-vous de l'histoire. Oui, il y a une question. Oui. Mais merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Et merci à Rémi. Rémi Paillou, quand même. Merci pour cette modération. Merci.
Juste un mot pour vous dire, parce que j'ai oublié de la citer, l'association Elisabeth Kübler-Ross. Donc, je crois que j'ai oublié de la citer, mais je ne suis pas sûr. Donc, vous avez à la fois ici présent l'un des présidents fondateurs et ancien président qui est parti en mars, il me semble, et la nouvelle présidente ici présente. Si vous avez des questions sur cette association justement qui accompagne les personnes en fin de vie et en deuil, n'hésitez pas. Ils sont ici présents avant qu'ils partent pour leur conseil d'administration sur Paris. Je trouve que c'est important aussi de parler directement aux gens qui sont sur le terrain, qui peuvent nous rapporter des renseignements qui sont essentiels. Merci à vous.